On vous souhaite la bienvenue en direct du Monde Nouveau à Montpellier. On va parler climatologie dans quelques instants. En attendant, à suivre, Marie-France Baillet sera avec nous, fondatrice du Monde Nouveau et présidente de la Fondation de la Dépêche, qui a dit ce cri d'alarme pour l'ouverture du la troisième édition du Forum du Monde Nouveau. Le temps des demi-mesures et des faux semblants est dépassé. On en parlera avec elle. En attendant, notre invité ce matin, c'est Jean-Michel Soubérou. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur adjoint scientifique de la direction des services climatiques de Météo France. Oui, alors on va essayer d'y voir clair avec vous parce que c'est vrai que toutes les informations circulent parfois autour de la météo, Jean-Michel Soubérou. Canicule et sécheresse alors cet été, est-ce qu'il y a eu des liens précis? Est-ce qu'il y en a vraiment par exemple avec le changement climatique? Oui, donc bon, sur les canicules, donc c'est Ouais. le lien avec le changement climatique, il est bien connu, il est établi, et donc on sait que dans ce climat qui se réchauffe, donc les événements de canicule deviennent à la fois plus fréquents Ouais. et ils deviennent plus intenses. Et donc là, ces dernières années, sur la France, on a eu des exemples vraiment très marquants. Oui, c'est ça. Avec cet été des températures qu'on n'avait pas, enfin autant de températures aussi élevées qu'on n'avait pas connues. Hein. Oui, Si. donc il y a un chiffre là que nous on a regardé là, Ouais. sur les stations de Météo France, sur les stations principales. 70% des stations ont battu leur record absolu de chaleur, soit en 2019, vous Ouais. vous rappelez donc des Ouais. événements de juin et de juillet, soit en 2020, soit en 2022. Ouais. C'est-à-dire que sur ces 3 années très récentes, Ouais. eh bien c'est elle qui marque tous les records, 70% des records de température en France. Vous voyez donc à quel point donc finalement ces événements de canicule ils marquent aujourd'hui notre climat. Et comment on explique aussi le contraste qu'il y a eu en ce mois de septembre? Il y a eu 10-15 jours extrêmement chauds du début septembre et ensuite, boum, les températures qui ont plongé. Et en fait, c'est tout simplement normal dans notre climat. Ce qui était anormal, c'était de rester sur une période aussi longue, puisque Ouais. finalement, depuis le mois de mai, on n'avait pas connu un seul épisode durable avec des températures en dessous des moyennes, pas des moyennes du début du XXe siècle, des moyennes établies là, sur la période 91-2020. Donc l'anomalie, c'est pas la période de fraîcheur relative que l'on a connue ces derniers jours. Vous dites C'est bien relatif, pourquoi Je dis relative parce qu'elle ne présente aucun record sur Ouais. les historiques passés. On revient simplement à des choses que l'on a connues très fréquemment. Par contre, donc, le caractère anormal, il est sur la chaleur de l'été 2022. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été la même chose chez nos voisins européens également? Il y a Bah, eu les écoutez, mêmes oui, signes bien ou pas? sûr. Bien sûr, parce que Mais bien ça sûr, ne s'arrête pas, la chaleur, la canicule Alors, ne s'arrête pas aux frontières. Hein. Il y a non. des nuages qui s'étaient arrêtés à un Bah, moment vous donné, aurez mais pe- peut-être pas là. Hein. Voilà, et donc vous savez en tout cas que nos amis anglais Oui. ont battu leur record absolu aussi de chaleur, hein, puisque donc maintenant donc, les 40 degrés ont été rencontrés au Royaume-Uni, donc ce qui n'avait jamais été le cas dans le passé. Donc je prends cet exemple-là, mais aussi l'Espagne et l'Italie, ou l'Allemagne ont connu de très fortes chaleurs cet été. Oui, et l'augmentation des températures moyennes là, ces derniers mois, alors ça a été de combien? 2 degrés, 1 degré? Alors donc depuis le début du XXe siècle, donc c'est vrai qu'en France on s'approche progressivement des 2 degrés, donc ce qui est considérable. 2 degrés, c'est la différence donc, du climat par exemple entre Toulouse et Tours. Vous voyez, en France, donc, vous voyez, donc on va du nord au sud de la France, donc avec ces 2 degrés. Oui. Et ça, c'est la différence de température depuis 1900 en France. Ouais. Et qu'est-ce que vous constatez ensuite comme conséquences et implications directes de ces changements de température? Bien, donc ces changements de température, ils marquent beaucoup d'abord des problématiques de santé. Hein. Ouais. Il faut avoir idée qu'on attend encore les chiffres définitifs, mais ils risquent fort d'être assez dramatiques sur la surmortalité liée donc, aux vagues de chaleur sur l'été 2022. Donc, en tout cas, donc, on s'attend sûrement à des chiffres très forts qui vont peut-être pas atteindre ceux de 2003, mais risquent d'être bien supérieurs à ceux des années passées. Donc ça, c'est quand même la santé humaine, Ouais. un sujet particulier. On a vu les problématiques de l'eau. Et on n'en est pas sorti. Donc parce que vous avez, dans votre introduction, vous avez fait le lien canicule-sécheresse. Ouais. Alors donc effectivement, la sécheresse, elle prend comme origine un déficit de précipitation de l'hiver, mais qui s'est surtout fortement accentué. Donc avec On en est l'absence où de d'ailleurs pluie. aujourd'hui Eh bien, on en est sur... Parce qu'il y a beaucoup plu quand même aussi, hein, Eh ben, il a depuis plu. 15 jours. Oui. Alors donc la situation des sols s'est un peu améliorée dans certaines régions, mais pas toutes. Ouais. En tout cas, donc en particulier donc, sur le sud-ouest de la France, la situation reste encore très difficile. Et puis il y a les autres composantes hydrologiques, le niveau des cours d'eau, le niveau des nappes, il n'a pas encore commencé à remonter, donc on n'en est pas sorti. Et il y a beaucoup de mesures de restriction des usages qui restent en vigueur et qui vont le rester encore pendant les prochaines semaines et prochains mois. Ouais, question Cécile, oui. Oui, et sur l'urgence des glaciers, est-ce qu'on va pouvoir endiguer la fonte ou c'est trop tard?
Alors donc sur les glaciers, alors, dans les Pyrénées, donc Mm. on sait que c'est trop tard, ça on le sait, et donc les glaciers dans les Pyrénées auront fini de disparaître. Je dis fini de disparaître parce que le mouvement il est déjà bien engagé, donc on sait qu'à l'horizon 2040, il n'y aura plus de glaciers dans les Pyrénées. 2040, mais c'est demain. Hein. Et oui, c'est demain, Ouais. mais justement Non, on mais est au c'est cœur, vrai. mais on est au cœur de cet événement aujourd'hui. C'est pour Quoi dire que l'on que- fasse, c'est trop tard. quoi que l'on fasse, c'est trop tard parce que c'est pas le réchauffement climatique supplémentaire qui font disparaître, c'est déjà ils ne sont plus en équilibre dans le climat des années 90 de la fin du XXe siècle. Donc Ouais. ils le sont encore Est-ce moins. qu'il n'y avait pas eu ce réchauffement lié à l'activité humaine? Est-ce que les glaciers seraient toujours là? Bah, bien sûr, Oui. puisqu'ils y étaient. Donc, Oui, oui, voilà. oui. Donc, Non, mais parce qu'on sait aussi qu'il y a une évolution géologique, géographique, quoi. il y a Mais et donc, elle est sur du plus long terme, quoi. elle est sur du plus long terme et donc effectivement donc on est sorti du petit âge glaciaire vers 1850-1880. À ce moment-là, les glaciers dans les Pyrénées étaient très étendus. Ils ont commencé donc à fondre, mais à un rythme qui était relativement lent. Et tout ça s'est accéléré dans les années 70-80 pour donc une disparition prochaine programmée. Bon, Jean-Michel Soubérou, là, on n'est pas très loin de la mer quand on est à Montpellier. On dit qu'il va y avoir une élévation du niveau des océans, des mers, parfois même d'1 mètre à l'horizon 2050. Est-ce que ça, vous pouvez nous en parler? Alors déjà sur tout ce qui relève des changements climatiques, il ne faut pas parler au futur parce qu'on y est déjà. Oui. Donc l'élévation, elle atteint déjà 20 cm donc au niveau global planétaire, Ouais. hein, donc depuis le milieu du XXe siècle. Et donc effectivement, alors à l'horizon 2050, il ne faut pas non plus être trop Non. alarmiste. Ouais. Donc les chiffres, c'est plutôt 20 cm supplémentaires Ouais. à l'horizon 2050. Par contre, c'est au-delà. Et ça aussi, c'est un petit peu quoi qu'on fasse parce qu'il y a une certaine inertie thermique des océans. Et donc on sait que Quoi les qu'on océans... fasse aujourd'hui, Quoi il va qu'on y avoir fasse- cette quoi qu'on élévation. fasse C'est déjà trop aujourd'hui- tard, quoi, entre guillemets. Alors c'est pas trop tard, mais c'est des temps longs. Ouais, Et l'élévation du niveau de la mer, effectivement, donc il faudra qu'on s'y adapte. ouais. Et voilà, donc il y a des choses. Et ici, alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on n'est pas beaucoup au-dessus du niveau de la mer. Autant Eh bien, il y a des endroits où il y a des falaises, etc. On est entre guillemets un petit peu protégé. Là, ce n'est pas le cas en fait dans toute la région. Ben oui, tout à fait. Donc il va falloir réfléchir à comment l'aménagement du territoire, comment on parle d'un retrait stratégique. Et effectivement, donc ça va Alors, mais concerner attendez, ceux qui particulièrement. sont en train de s'installer en bord de mer aujourd'hui, vous leur dites, vous leur conseillez quoi, Jean-Michel Soubérou? Vous leur dites plier bagages? Ben écoutez, donc effectivement, non, mais- il y a débat et donc ça veut dire aussi que donc aujourd'hui on a des plans de prévention des risques Ouais. d'inondation, de submersion marine qui commencent à intégrer ces éléments-là et que donc il y a urgence effectivement à définir des stratégies pour regarder donc alors. Donc on parle de quelque chose qui se passe après 2050. Ouais. Alors donc peut-être c'est pas la peine en 2020 de s'adapter à quelque chose qui aura lieu en 2080. Bah, Mais par contre donc il faut maintenant aujourd'hui on a de l'information pour regarder un petit peu sur quelle trajectoire on est. et il faut et comment on va anticiper y- quoi. Hein. Ben, il faut anticiper. tout à fait. Jean-Michel Soubérou, vous êtes directeur adjoint scientifique de la direction des services climatiques de Météo France. Vous avez commencé votre carrière il y a combien? Il y a une trentaine d'années à peu près, hein, c'est ça? un petit peu plus, Un mais peu plus, une quarantaine d'années. Non mais là, je m'adresse en fait à l'homme, Jean-Michel Soubérou. Est-ce que vous pensiez que au terme justement de ces 40 ans de carrière, on allait en arriver là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a 30, 40 ans, vous envoyez ce genre de message en disant Non, attention, alerte? Non, bien sûr que non. Hein. Donc il faut se rappeler que Ouais. cette question du changement climatique, elle est apparue donc avec les premiers travaux, enfin la création du GIEC, donc on est en 1992, voilà. Et donc et une prise de conscience donc très forte. Parce que dans les années 90, ça reste un travail qui est côté recherche. Donc, Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ensuite, c'est devenu un petit peu, c'est passé comme un sujet de société à partir du début des années 2000. Et puis, à titre personnel, puisque vous me parlez à titre Oui, personnel, bah, bien sûr. moi, bien la sûr. prise de conscience, c'est 2003. 2003. Et voilà. ouais. Et donc, Au après moment de la l'été canicule, c'est ça? voilà. Et donc, se rendre compte à quel point, finalement, ce que pouvaient Et pourtant, dire vous les les projections connaissez, les climatiques. variations, les Oui. cycles de la météo, vous, forcément. Alors, il y a les cycles de la météo. Oui. Et après, là, il y a autre chose. Il y a un changement climatique qui est d'origine anthropique et qui est lié aux activités humaines. Et ça, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui sont climato-sceptiques? Parce qu'on peut se poser des questions, toujours, bien sûr, par rapport à l'ensemble des études et tout. Qu'est-ce que vous leur répondez? Ben, moi, je trouve vous- qu'il n'y a plus tellement de questions à se poser. Voilà. Voilà, ouais. pour moi, donc, les faits, donc, la communauté scientifique, elle est unanime. Et donc, il n'y a plus de questions à se poser. Les travaux du GIEC et les derniers rapports sont complètement clairs. Donc, je crois que moi, je n'ai pas spécialement envie de m'intéresser Non. aux climato-sceptiques parce que je doute de leur sincérité. Et je crois qu'aujourd'hui, voilà, ce qui est plus important, c'est les sujets que vous avez évoqués précédemment. Donc, de savoir aujourd'hui comment est-ce que l'on enraye Ouais. ce réchauffement climatique et comment on va et s'y comment on habituer. aménage et comment on s'adapte.
d'impact. Et Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les vraies questions. Et donc, j'ai pas envie de débattre à l'infini sur quelque chose qui est complètement établi. Oui, Cécile, encore une question. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que finalement vous vous sentez soutenu par le gouvernement sur les mesures qui sont mises en place? Est-ce qu'elles sont trop molles? Est-ce que les choses changent? Alors donc votre question elle est un petit peu délicate, mais, Ouais. mais je crois qu'effectivement donc il y a beaucoup d'actions aujourd'hui, je pense que nous en tout cas en tant que climatologues, toutes les actions qui vont dans le bon sens sont bonnes à prendre, sont bénéfiques, voilà. Absolument. Et donc on va le regarder comme ça, et puis en tant que climatologue on a à participer finalement, à éclairer le débat, et donc ça voilà. Est-ce que dans les écoles on devrait justement parler de ces sujets on le fait un très, petit très peu. tôt? Je crois qu'on le fait un petit peu. Je crois qu'on le fait un petit peu. Sûrement il faut le faire plus parce que donc la jeunesse a un rôle essentiel à jouer sur cette question-là. C'est elle qui va vivre donc avec ce changement climatique. C'est elle aussi sûrement qui influe le comportement des parents. Donc je pense que le levier de la jeunesse est un levier tout à fait essentiel, et ça passe par notamment l'éducation nationale. Et Jean-Michel Soubirous, vous qui êtes scientifique, est-ce que vous avez confiance en la science, en la technologie aussi, pour faire face justement à ce grand défi? Alors donc derrière, je pense que donc il faut pas attendre uniquement. Alors si votre question c'est de dire est-ce que la technologie suffira et que l'on n'ait rien à changer, donc là aussi la réponse est non. Ouais. Donc voilà, et donc on le sait aujourd'hui. Voilà, et donc il y a une remise en cause finalement donc de certain nombre de consommation, de la consommation et de développement de notre société sur la base donc d'énergie carbonée. Mais ce modèle-là, lui, il n'est pas compatible donc avec la lutte contre le changement climatique. En fait, toute initiative individuelle et collective est bonne à prendre. Tout à fait, et les deux sont nécessaires. Merci Jean-Michel Soubirous, directeur adjoint scientifique de la direction des services climatiques de Météo France, de nous avoir éclairé très précisément évidemment sur ces changements climatiques. On va continuer puisque nous sommes en direct du Monde Nouveau, qui depuis 3 ans offre un coup de projecteur sur les citoyens et les entreprises qui s'engagent réellement en profondeur face à l'urgence climatique. Et on va en parler avec Marie-France Marchand-Baillet, qui est fondatrice du Nouveau Monde et présidente de la Fondation La Dépêche. À tout de suite. À tout de suite.